Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de consacrer un colloque à la question du changement climatique et de l'eau en particulier dans les Outre-mer. Effectivement, parce que ce sont des territoires qui, dans les rapports internationaux, y compris ceux du GIEC, sont parfois un peu, si vous me passez l'expression, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils sont considérés naturellement comme politiquement comme étant des territoires faisant partie des pays industrialisés, mais à l'évidence, géographiquement, ils sont soumis aux mêmes aléas que leurs voisins du Pacifique Sud, de l'océan Indien ou des Antilles. Et donc, ça crée souvent une sorte de difficulté d'appréhension de ces territoires en termes d'adaptation au changement climatique. D'abord parce que les impacts qu'ils vont subir seront évidemment similaires aux territoires voisins des leurs, mais ces territoires voisins sont souvent des territoires qui appartiennent à des pays en développement ou en transition, voire qui sont eux-mêmes des États souverains indépendants considérés comme en développement et qui donc ont accès à toute une série de programmes et de financements internationaux qui ne sont pas accessibles aux Outre-mer français. D'où cette situation difficile sur laquelle je vais revenir. Tout d'abord, les impacts du changement climatique dans les Outre-mer y seront nettement plus marqués qu'ailleurs. Et ce sera en particulier le cas pour les impacts liés aux problématiques de l'eau. Naturellement, le premier impact auquel on songe est la hausse du niveau des mers, qui aujourd'hui déjà est 4 fois plus marquée dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique Sud que la moyenne mondiale. La moyenne mondiale est une hausse d'environ 3 mm par an. Dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique Sud, on est plutôt sur une hausse de l'ordre d'1,2 cm par an. Et donc on a un niveau de la mer qui monte 4 fois plus vite qu'ailleurs, ce qui malheureusement laisse à penser que même dans un scénario optimiste où nous respecterions les objectifs de l'accord de Paris, et où donc nous parviendrions à limiter la hausse moyenne de la hausse du niveau des mers à 1 mètre à la surface du globe, il est hélas à craindre que, en tout cas dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique Sud, nous n'atteignions des hausses de l'ordre d'1,5 mètre, voire 2 mètres. Ceci pour dire que cela pose à l'évidence un problème de submersion qui a déjà été évoqué par Brice Lalonde, et certains petits territoires insulaires ont effectivement déjà disparu, tandis que d'autres sont directement menacés de disparition, y compris dans les territoires d'outre-mer français. C'est-à-dire que des îles comme les îles Tuamotu en Polynésie française ou certaines îles et certains îlots de Nouvelle-Calédonie sont directement menacés par des risques de submersion. Déjà dans la province nord de Nouvelle-Calédonie, on a des problèmes d'inondation récurrentes dans certains villages au point que les gouvernements envisagent désormais l'évacuation de ces populations et la relocalisation à un autre endroit. Cette hausse du niveau des mers va également entraîner des problèmes de salinité des sols et des nappes aquifères. En d'autres termes, toute une série de cultures pratiquées dans les territoires d'outre-mer ne seront vraisemblablement plus possibles à l'avenir parce que les sols seront devenus trop salés. C'est déjà une problématique qui touche de très nombreux territoires insulaires. Et les ressources en eau potable vont se réduire du fait de la contamination des nappes phréatiques souterraines par de l'eau salée. Et donc ça va nécessiter, si l'on veut pouvoir continuer à consommer ces ressources en eau potable, ça va nécessiter d'importants processus de désalinisation qui, on le sait, sont particulièrement coûteux. Ces territoires seront également exposés à une activité cyclonique plus intense, et on sait que le changement climatique va augmenter à la fois la fréquence, mais aussi l'intensité des cyclones, et va parfois amener des cyclones dans des zones qui connaissaient jusqu'ici une activité cyclonique peu développée.
En d'autres termes, il y a aussi un enjeu de préparation de certaines zones qui n'étaient pas coutumières d'une activité cyclonique et qui, demain, vont se trouver confrontées à une activité de ce type. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les risques de sécheresse, y compris sur certains territoires insulaires. On va avoir un régime de précipitation qui va être beaucoup plus variable que par le passé, et ça risque effectivement d'entraîner des risques de sécheresse sur certaines îles, ce qui va les rendre d'autant plus dépendantes encore aux importations d'eau et de nourriture. Et donc, elles vont de moins en moins pouvoir compter sur leurs ressources propres et vont de plus en plus devoir compter sur des importations d'eau et de nourriture. Ces différents impacts, combinés avec, il faut le dire, et je suis le premier à le regretter, une volonté manifestement insuffisante ou inexistante de réduire substantiellement les émissions de gaz à effet de serre, fait que l'adaptation s'impose dans les Outre-mer comme la voie de lutte privilégiée contre le changement climatique. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que les territoires d'outre-mer ne portent aucune responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre. Si l'on prend les émissions par habitant, la Nouvelle-Calédonie est le 3e territoire le plus émetteur de gaz à effet de serre au monde par habitant. Mais par contre, il faut être clair quant au fait que même une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre dans les territoires d'outre-mer n'aurait guère d'impact sur le changement climatique au niveau mondial. Et malheureusement, comme je le disais, cette volonté au niveau mondial comme au niveau européen continue à faire défaut aujourd'hui, en tout cas dans les proportions qui devraient être nécessaires pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Cela veut dire que l'adaptation aux impacts du changement climatique s'impose comme une nécessité absolument vitale dans les territoires d'outre-mer. Cette adaptation, comme je le disais, est malheureusement limitée par la situation politique des territoires d'outre-mer. Que toute une série de mécanismes et de financements internationaux pour soutenir l'adaptation dans les territoires insulaires ne sont parfois pas disponibles pour les territoires français, simplement parce qu'évidemment on considère que c'est l'État français qui devrait leur fournir ces financements et donc ils ne sont pas éligibles à des programmes de soutien et de financement internationaux. Cela implique évidemment pour l'État français une nécessité de soutien renforcé à l'adaptation dans ces territoires d'outre-mer, puisque ces territoires ne pourront pas bénéficier d'un certain nombre de mécanismes internationaux. Ce soutien à l'adaptation, à mon sens, ne doit pas uniquement passer par le renforcement des infrastructures. Et souvent, lorsqu'on réfléchit en termes d'adaptation dans les pays industrialisés, on réfléchit uniquement en termes de financement de nouvelles infrastructures ou d'adaptation d'infrastructures existantes. Je pense qu'il est très important de prendre en compte la question des inégalités. Ça sera vraiment un point saillant du prochain rapport du GIEC qui sera donc dévoilé le 28 février. Un élément sur lequel ce rapport insistera beaucoup, c'est sur les articulations entre les questions de vulnérabilité aux impacts du changement climatique et d'inégalité sociale, en montrant à la fois combien les impacts du changement climatique vont toucher en premier lieu les populations les plus vulnérables. Les populations les plus vulnérables, évidemment, à l'échelle mondiale, mais aussi les populations les plus vulnérables à l'intérieur d'un pays considéré. C'est-à-dire que très souvent, les populations les plus pauvres, les plus âgées, les moins instruites, les plus marginalisées, seront des populations qui seront davantage victimes des impacts du changement climatique et qui, de surcroît, auront moins de possibilités de se protéger face à ces impacts et de s'adapter face à ces impacts. Et non seulement
ces populations les plus vulnérables seront davantage victimes des impacts du changement climatique, mais si nous n'y prenons garde, elles risquent d'être aussi victimes des politiques de lutte contre le changement climatique. Et l'on voit aujourd'hui le développement de toute une série de politiques d'adaptation aux impacts du changement climatique qui ont tendance à viser en particulier les populations les plus privilégiées et à oublier les populations les plus vulnérables. Parce que ces populations ont souvent moins de leviers de pression et d'influence politiquement pour guider les investissements vers elles, parce que ce sont des populations qui sont souvent davantage négligées dans l'investissement public, et parce que ce sont des populations qui auront moins accès aux moyens d'adaptation individuelle. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec les Outre-mer pour ne viser personne, mais qui permet de se rendre compte de cette inégalité sociale face aux adaptations. Absolument. Et donc je vais partir en Californie. Vous le savez, la Californie est victime de feux de forêt de plus en plus violents et de plus en plus récurrents. Les pompiers californiens aujourd'hui, le service public d'incendie en Californie, n'est plus capable d'éteindre tous les incendies. C'est la raison pour laquelle les populations les plus riches en Californie ont désormais recours à des services privés de lutte contre l'incendie, dont la mission n'est plus d'éteindre l'incendie, mais uniquement de protéger leurs propriétés. Sans vouloir jouer au Cassandre, ce type de service est inévitablement appelé à se développer en France aussi. Vous savez déjà que dans le Gard, qui était touché par de violents incendies cet été, se développent déjà certaines polémiques où certaines populations reprochent aux services de pompiers de ne pas avoir sauvegardé leur village, d'avoir préféré éteindre l'incendie dans tel ou tel endroit. Très vraisemblablement, les compagnies d'assurance vont très vraisemblablement proposer, dans un avenir proche, aux populations qui vivent dans les zones à risque d'incendie, d'avoir un service de protection de leur habitation, de leur propriété, contre des incendies. Ce type de mesure d'adaptation qui va renforcer les inégalités sociales va évidemment se développer aussi par rapport à l'eau. On a parlé du commerce de l'eau et du fait qu'une contrebande de l'eau allait vraisemblablement se développer. C'est aussi le cas pour des systèmes d'irrigation. Il est vraisemblable que les systèmes d'irrigation aient tendance à favoriser des populations qui sont déjà plus privilégiées. Et on sait que les populations moins privilégiées ont souvent moins de leviers de pression et d'influence sur la décision publique, notamment pour guider les investissements vers elles. Or, le problème, c'est qu'une société plus inégalitaire est aussi plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Et donc nous entrons ici très rapidement dans un cercle vicieux où une société inégalitaire est très vulnérable aux impacts du changement climatique et où nous risquons de développer des solutions d'adaptation qui renforcent encore davantage ces inégalités, rendant par là l'ensemble de la société plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Et donc je crois que c'est vraiment une question à laquelle nous devons être très attentifs lorsque nous développons des solutions d'adaptation. Autre élément très important qui sera traité dans ce rapport du GIEC, c'est l'importance des perceptions. Souvent, nous fondons notre décision d'adaptation sur une information objective ou considérée comme objective, des relevés météorologiques ou des projections réalisées par le GIEC. Le problème, c'est que la perception des changements climatiques par les populations ne correspond pas toujours aux relevés objectifs. Or, bien entendu, très souvent, la décision que vont prendre les gens en matière d'adaptation va se fonder sur leur perception. En caricaturant, parfois, les gens vont avoir l'impression qu'il a plu davantage, alors que les relevés montrent qu'il a plu dans de moindres quantités, par exemple. Et donc, la question qui se pose aux décideurs, désormais, c'est de savoir s'il faut fonder les politiques d'adaptation sur des bases objectives ou sur des bases subjectives qui prennent en compte la perception des populations. C'est une question très délicate à laquelle je n'ai pas la réponse, mais il faut être bien conscient que la décision individuelle que prennent les gens pour migrer, par exemple,
se fondent bien davantage sur leur perception que sur une information objective à laquelle ils n'ont d'ailleurs souvent pas accès. Même de légers impacts du changement climatique peuvent entraîner des conséquences sociales tout à fait importantes. Un concept nouveau qui sera mis en relief dans ce rapport du GIEC, c'est la notion de social tipping points, donc en français des seuils de bascule ou des points de rupture sociaux, c'est-à-dire le moment où une petite dégradation de l'environnement est parfois, sans mauvais jeu de mots, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui entraîne un changement social important. Des contestations sociales violentes, par exemple, ou des mouvements de migration de masse. Et contrairement à ce qu'on imagine parfois, il n'y a pas ici de déterminisme environnemental. On a souvent imaginé que les conséquences sociales étaient directement proportionnelles à l'ampleur des impacts du changement climatique. Ce que nous savons et ce que la recherche montre désormais, c'est qu'il n'y a pas de proportionnalité directe entre l'ampleur d'un changement climatique et l'ampleur du mouvement social qui l'entraîne. En d'autres termes, des impacts du changement climatique énormes peuvent parfois n'entraîner que des conséquences sociales très limitées si une population a une grande capacité de résilience, et à l'inverse, même de petits changements, de minuscules variations de température ou de pluviométrie peuvent entraîner des changements sociaux considérables si la société n'a pas les éléments de résilience qui lui permettent d'absorber ce petit choc. Et enfin, dernier élément que je voulais aborder pour cette intervention, c'est la question des enjeux de sécurité, qu'il est, pour des raisons politiques que vous comprendrez aisément, très délicat de traiter dans les rapports du GIEC, qui doivent être approuvés par l'ensemble des gouvernements, mais qui sont néanmoins une préoccupation de plus en plus centrale, notamment en France, du ministère des Armées, via son observatoire climat et défense, qui s'intéresse particulièrement à ces enjeux de sécurité dans les Outre-mer. Enjeux de sécurité qui concernent des phénomènes de pêche illégale, de plus en plus marqués, singulièrement dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique Sud. Dans l'océan Pacifique Sud, on a par exemple un phénomène qu'on appelle le phénomène des blue boats, des bateaux bleus qui sont des bateaux de pêche artisanaux qui arrivent notamment du Vietnam et qui vont pêcher des espèces protégées, notamment des holothuries, dans les territoires du Pacifique Sud. Raison pour laquelle l'armée française est souvent appelée à la rescousse pour intercepter ces bateaux, convoquer la presse vietnamienne et les faire exploser de façon spectaculaire en espérant que ça ait un effet dissuasif avec des résultats mitigés dans le pays de départ. Et il faut ensuite renvoyer chez eux les marins vietnamiens, ce qui est extraordinairement compliqué puisqu'ils arrivent souvent sans document d'identité, qu'il n'y a pas de vol direct, qu'il faut passer par l'Australie, qu'il y a le Covid qui se mêle de tout ça et les quarantaines. Donc c'est un véritable pataquès pour appréhender ces bateaux et pour renvoyer les marins chez eux. Pourquoi est-ce que ces blue boats arrivent jusque dans les zones du Pacifique, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres de leur zone de pêche? Simplement parce que les effets du changement climatique se font aussi ressentir au Vietnam et qu'il y a de moins en moins de possibilités pour la jeunesse dans l'agriculture, et donc de plus en plus de jeunes sont forcés de se tourner vers la pêche et d'aller de plus en plus loin, notamment pour pêcher des espèces protégées, en l'occurrence des holothuries, qui sont considérées comme ayant un pouvoir aphrodisiaque et revendues jusqu'à 1 000 € le kilo sur des marchés chinois ou nord-coréens. Enjeu de sécurité aussi en termes d'opérations humanitaires, l'armée française est de plus en plus sollicitée pour prêter main forte, notamment lors d'opérations humanitaires, et il y a de véritables mécanismes de coopération qui sont mis en place dans l'océan Indien, mais aussi dans l'océan Pacifique Sud. C'était un des principaux sujets du South Pacific Defense Minister Meeting, SPDMM, qui est l'organe de concertation des ministères de la Défense dans le Pacifique Sud il y a 2 ans. Et enfin, je me dois de rappeler que ces impacts du changement climatique et les inégalités qu'ils provoquent sont aussi un véritable enjeu de migration. La moitié des reconduites à la frontière auxquelles il est procédé en France chaque année ont lieu à Mayotte et non sur le territoire métropolitain. Et donc il y a aussi de véritables enjeux de migration
a fortiori dans des territoires comme le Pacifique Sud ou comme l'océan Indien, qui sont marqués par de très fortes inégalités économiques et sociales, où on a à la fois des territoires français, des territoires qui ont connu un développement rapide ces dernières années, notamment du fait du tourisme, et certains territoires qui restent parmi les plus pauvres du monde, qu'on songe notamment à Madagascar, dans l'océan Indien. Voilà, je vais clôturer ici ce panorama. Merci de m'avoir donné l'occasion d'exprimer ces quelques idées.